Tous responsables sur la route avec AXA Prévention. Pour une route plus sûre et plus verte pour tous les Français. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tous responsables sur la route. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la prévention routière, en tirant les enseignements du 20e baromètre annuel réalisé par AXA Prévention sur le comportement des Français sur la route. Pour évoquer ce sujet de la prévention routière et tirer les enseignements de ce 20e baromètre annuel réalisé par AXA Prévention, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 invités. Éric Lemaire, tout d'abord, qui est président de l'association AXA Prévention, première entité privée de prévention multirisque, santé, climat, cybersécurité, route. Elle sensibilise chaque année 60 millions de Français. Bonjour Éric Lemaire. Bonjour. Mon deuxième invité est le général Laurent Bitouzé, commandant des écoles de gendarmerie. Bonjour général. Bonjour. Mon troisième invité, Michel Lejoyeux, professeur en psychiatrie et en addictologie. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question pour entrer dans le vif du sujet, une question qui s'adresse à vous, Éric Lemaire. Peut-être un mot pour nous expliquer AXA Prévention un peu plus en détail et nous dire pourquoi ce baromètre et comment ce baromètre, c'est-à-dire avec quelle méthodologie ? Eh bien Claire, AXA Prévention, c'est une association qui existe depuis maintenant 40 ans. Donc c'est l'engagement sociétal d'AXA, l'un des engagements dans la cité. Et c'est très important parce qu'on a besoin pour mener des actions et ensuite parfois les emmener plus loin avec des produits qui protègent aussi les Français, d'avoir des indicateurs. Donc c'est pour ça que chaque année, on fait beaucoup d'études sur tout un tas de sujets, que ce soit la santé, le cyber, mais on a cette étude qui est là depuis maintenant 20 ans, ce qui est énorme. C'est un baromètre qui regarde chaque année comment se comportent les Français sur la route. Et on a ajouté, au départ c'était que les automobilistes, mais on a ajouté ensuite les motos, les vélos, les nouvelles formes de mobilité, bien sûr aussi. Et on a des informations assez étonnantes parfois. Alors j'imagine qu'en 20 ans, ce baromètre a évolué, 20 ans c'est long. Est-ce que son rôle a changé également ? Parce que son rôle c'est d'informer, évidemment, mais il peut aussi permettre de guider les actions à mener, de prendre des initiatives. C'est ça le sujet, en fait, on ne peut pas faire avancer ou améliorer ce qu'on n'arrive pas à contrôler ou à identifier. Et en fait, ce qu'on a fait avec ce baromètre, c'est d'essayer de regarder comment évoluer aussi la société française. Au départ, on voyait que les automobilistes. Après, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème avec les 2 roues, et notamment leur équipement. Aujourd'hui, il y a les trottinettistes, dont tout le monde estime que ce sont les usagers les plus dangereux. Bref, il y a aussi tout le monde qui s'engueule sur la route. C'est un problème de courtoisie, souvent, de conflit entre les uns et les autres. Et puis, on a fait rentrer aussi le téléphone. Parce qu'au départ, c'était le téléphone, simplement. Mais ensuite, c'est devenu le smartphone. C'est-à-dire la capacité pour les uns et pour les autres d'utiliser son smartphone avec de multiples fonctions. Certains jouent au volant. Enfin bref, les gens font plein de choses sauf conduire. Donc c'est très important de regarder comment évolue la société française avec tous ces outils. Alors 20 ans de recul, c'est précieux, c'est beaucoup de données, c'est ce que vous disiez Éric Lemaire, ça permet d'observer les grandes tendances. Je vous propose donc que l'on découvre dans cette première partie d'émission les principales évolutions observées dans ce baromètre. Et vous allez le voir, les résultats ne sont pas toujours ceux attendus. Alors Éric Lemaire, qui dit sécurité routière, dit malheureusement victime de la route. En 20 ans, quelle évolution de la mortalité sur la route ? En 20 ans, on peut tous s'en féliciter. Il y a eu au tout début des années 2000 cette grande cause nationale sur la sécurité routière, et je pense qu'elle a fait beaucoup de bien parce qu'elle a entraîné énormément de répression, et il en faut, je parle devant le général Bitouzé, mais elle a aussi entraîné un engagement très fort des entreprises et notamment des assureurs sur la prévention routière, et chaque assureur plus la Fédération des assureurs s'engage chaque année sur des causes différentes, et on s'aperçoit quand même que les morts sur la route et les blessés graves ont été divisés par 2 en 20 ans. Donc on pourrait presque dire c'est un succès. Malheureusement, il reste encore plus de 3000 morts par an, et il faut continuer à faire passer les informations, puisqu'on voit bien qu'il y a des choses qui ont fonctionné. La grande alcoolémie a considérablement baissé, par moitié.
14% des Français déclaraient il y a 20 ans boire plus de 5 ou 6 verres avant de prendre la route. Aujourd'hui, c'est 8% simplement. Et la grande vitesse aussi, qui est une des causes principales d'ailleurs de la mortalité sur la route, a beaucoup baissé. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des messages qui peuvent passer et donc il faut continuer comme ça. Et pour ce qui est des excès de vitesse, est-ce qu'on note également une tendance à l'amélioration ? Alors, les excès de vitesse, il y en a beaucoup moins sur les grands trajets, sur les autoroutes, etc. Mais il en reste malheureusement systématiquement dans les villes. Et par exemple, vous avez presque 3/4 des Français qui ne respectent pas les limitations de vitesse, les zones 30 notamment, mais aussi les 80 km/h dont on a beaucoup parlé. Voilà. Général Bitouzé, alors ce sont des chiffres encourageants que nous donne Éric Lemaire. Est-ce que la réalité du terrain est la même que celle observée dans ce baromètre, ou est-ce qu'il peut y avoir un ressenti sensiblement différent ? Non, la tendance correspond à ce que nous évoque le président d'AXA Prévention, cher Éric. C'est clair que depuis 20 ans, nous avons concentré nos efforts dans cette lutte contre l'insécurité routière. Les résultats sont encourageants. Je tempérerai d'une part sur l'alcool. L'alcool est toujours présent, dans des formes différentes comme vient de l'évoquer Éric. Et on le retrouvait dans au moins 30% des accidents il y a 20 ans, maintenant c'est 27%. Il y a une tendance baissière, mais je trouve que ça reste quand même conséquent. Et dans nos constats sur le terrain, la consommation d'alcool est souvent présente quand il y a un accident mortel. Sur la vitesse, la tendance est beaucoup plus claire. Les actions à la fois de prévention et de répression ont joué leur rôle, l'installation des radars automatiques, mais aussi des mesures de rétention des véhicules, d'immobilisation, de saisie des véhicules. Les gens ont pris conscience que les excès de grande vitesse, Éric en parlait, avaient des conséquences. Malheureusement, il faut aller chercher ces conséquences-là au portefeuille, sur la mobilité de l'intéressé, alors qu'on estime que l'intéressé devrait d'abord penser à la sécurité des usagers. Il a fallu passer par ces méthodes répressives. En revanche, il faut quand même rappeler que l'alcool et la vitesse restent encore aujourd'hui, en 2024, les deux causes principales des accidents mortels. Alors une question qui s'adresse à vous deux. Quels sont les petits comportements, les petites habitudes qui perdurent malgré tout? Par petits comportements, j'entends ceux qui sont jugés moins graves, moins risqués par les usagers, mais qui finalement ont peut-être aussi des conséquences. Éric Lemaire? Oui, alors on a parlé des grands sujets comme la vitesse ou l'alcool, mais il y a aussi des petites infractions. Alors, en fait, elles apparaissent moins graves aux Françaises et aux Français qui ont été interrogés, et c'est chaque année la même chose. Parce que pour eux, c'est des petites choses, c'est pas vu, pas pris, c'est tolérable. Et on en voit une, par exemple, c'est le feu orange. Le feu orange est un feu d'arrêt, normalement. J'espère que le général ne va pas me contredire. Mais non, vous avez aujourd'hui 66% des Françaises et des Français qui le grillent. En se disant, bon, allez, c'est pas très grave, etc. Qui peut être très dangereux, parce que vous avez aussi beaucoup de vélos aujourd'hui qui, de l'autre côté de la route, grillent aussi les choses. Il peut y avoir des accidents beaucoup plus faciles aujourd'hui. Donc, c'est de ne pas mettre son clignotant pour les 3/4 des Français, ce qui est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Et on se dit, finalement, ça, c'est pas si grave, donc je le fais. Général, un petit mot sur ces petits comportements qui perdurent? Clairement, mais c'est plus un problématique, je pense, sociologique. Parce que ces comportements, on le retrouve aussi, en fait, près de chez soi, quand on utilise son vélo ou quand on marche en tant que piéton. On connaît l'environnement, donc on se permet de moins être attentif. Or, au volant d'une voiture, mais on le reverra après avec son vélo à sa trottinette, au volant d'une voiture, ça nécessite tout le temps, dès qu'on roule à quelques kilomètres/heure, de l'attention, de la concentration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont mis en place aujourd'hui, d'infrastructures routières, qui irritent, parce que c'est dodanes, c'est chicanes, mais il faut le faire, parce qu'on a beaucoup de mal à faire prendre conscience que près de chez soi, conduire un véhicule n'est pas un geste naturel, nécessite de l'attention, de la concentration. Général, un mot également sur les non-assurés et les conducteurs sans permis. C'est un sujet important. Oui, merci Claire de me poser la question. C'est un constat que nous faisons dans nos contrôles. Il y a une tendance à la hausse très claire de conducteurs sans permis et sans assurance.
Et les permis de conduire, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui tous les jours conduisent sans permis. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque ensemble les nouveaux risques de la route. Avec 20 ans de recul, j'imagine qu'on voit certains risques qui diminuent un peu et peut-être d'autres qui apparaissent aussi. Vous l'avez dit, Éric Lemaire, en introduction, c'est en pleine évolution, la route. Peut-être quelques mots d'introduction sur ces nouveaux risques. Quels sont-ils, Éric Lemaire ? Alors, il y a des nouveaux risques qui sont assez connus. C'est la somnolence au volant, et notamment sur autoroute, puisque c'est la première cause de mortalité. Et là, ça pourrait être vraiment évitable. Après, il y a le fait de la montée des addictions, qui est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et puis enfin, il y a le fléau aujourd'hui vraiment de la route. Et là, on est extrêmement inquiet, c'est l'hyperconnexion. C'est-à-dire qu'on continue à faire dans son véhicule ce qu'on était en train de faire à la maison, d'appeler ses amis, au travail, de continuer ses réunions. Et là, ça devient quelque chose qui vraiment est préoccupant, mais c'est installé depuis 3 ans. Alors, on va s'attarder sur ce sujet de la montée des addictions que vous évoquiez. Pas seulement l'alcool, c'est plus large que ça. Ce sont les substances psychoactives. C'est une nouvelle menace pour la sécurité routière. Que nous dit le baromètre sur ce point, Éric Lemaire ? Alors, sur ce point, le baromètre, on voit bien que les automobilistes, peut-être, je dirais, en sous-déclaration, je ne sais pas, mais estiment qu'ils sont 3% seulement, j'ai envie de dire, à consommer des substances, comme vous dites, psychoactives. Voilà. Après, pour les deux roues, c'est 12%, et pour les trottinettistes, c'est 45%. C'est déclaratif. C'est 2500 personnes qui ont été interrogées. Donc 45% pour les trottinettistes, moi, ça m'inquiète beaucoup. Et quand vous avez cette combinaison, je le dis devant le professeur, avec l'alcool et ces substances, alors là, c'est le cocktail explosif. Alors Michel Lejoyeux, justement, on va vous demander votre avis sur la question. Je le rappelle, vous êtes professeur en psychiatrie et en addictologie. Quelle est votre analyse des dangers liés à ces substances psychoactives ? Il y a 3 situations différentes. Il y a la consommation banalisée, c'est-à-dire je consomme tout le temps ces produits, que ce soit des substances psychoactives, de l'alcool, des drogues illicites, et finalement j'ai tellement l'habitude de les consommer que je ne vais pas modifier mon comportement quand je prends le volant. C'est une sorte d'addiction par déni. La deuxième chose à laquelle nous sommes confrontés chez les plus jeunes, c'est la fête. Vous voyez partout des publicités où on vous explique que pour faire une belle fête, il faut être ivre. Et que si vous n'êtes pas complètement, pardon de le dire de manière un peu familière, déchiré pendant une fête, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous êtes passé à côté de votre vie. Donc, les plus jeunes sont les plus fragiles à cette injonction publicitaire et vont très conformément à une sorte d'injonction sociale, faire des fêtes désinhibées et intoxiquées et risquent de prendre le volant. Et le troisième point, qui reste quand même très important, ça concerne entre 5 et 10% de la population, ce sont les personnes qui ont ce que nous appelons un trouble de l'usage, c'est-à-dire une addiction, qui sont des malades incapables de réguler la consommation, soit de l'alcool, soit des psychotropes. Là, il y a un enjeu de santé publique. Au-delà de l'enjeu sécuritaire, il y a un enjeu de repérage et de traitement de cela. Mais c'est plutôt aux premiers que j'ai envie, moi, de m'adresser, à ceux qui ont banalisé leur consommation. Peut-être qu'en nous regardant, ils vont se dire, c'est pas si banal, même si j'ai l'habitude de boire, de prendre je ne sais quel produit, au moment où je vais prendre le volant, cette consommation qui aurait pu être banale devient mortifère et expose au pire des conséquences. Général, comment lutter contre ces substances psychoactives et est-ce qu'il y a des difficultés à les identifier ? Tout d'abord, merci de ce qui a été évoqué. Moi, je voudrais quand même préciser que s'il y a eu une forme de prise de conscience sur l'alcool, on est un pays d'une culture avec alcool, effectivement. Je pense que cette prise de conscience est totalement absente pour les stupéfiants, pour les drogues. Aujourd'hui, les stupéfiants sont présents dans 20% des accidents mortels. Et dans la moitié d'entre eux, il y a aussi de l'alcool. Les stupéfiants sont présents dans 50% des décès de cyclistes. 50% des cyclistes décédés sur la route sont sous stupéfiants, sous drogue. 16% des piétons décédés, dont les 2/3 sont décédés de nuit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate donc qu'il n'y a pas de prise de conscience, de connaissance des effets des stupéfiants. Alors, effectivement, il faut pouvoir les détecter. On a fait beaucoup de progrès sur la façon de détecter. Pour l'alcool, on avait des dispositifs. Pour détecter les stupéfiants, c'est plus compliqué. Quelles sont les difficultés dans ces contrôles ?
Ça a été d'abord des difficultés techniques, de pouvoir détecter les produits. Et il y a des produits qu'on ne détecte pas. Le professeur en parlait tout de suite. Mais aujourd'hui, on forme nos gendarmes avec des psychologues, avec des spécialistes d'addiction, à détecter dans le comportement celui auquel on va soumettre la détection technique qui elle-même a été améliorée en matière d'efficacité. Alors le message est très clair. Je voudrais maintenant qu'on aborde le sujet de l'hyperconnexion. Éric Lemaire, qu'est-ce qui ressort dans le baromètre sur ce sujet-là ? Alors, c'est un baromètre, donc ça veut dire que depuis 20 ans, on regarde un certain nombre de points qui sont les mêmes. Et on a vu des évolutions tout à fait extraordinaires. Par exemple, le téléphone au volant, en 2004, pour le premier baromètre, il y avait une vingtaine de pourcents de Françaises et de Français qui disaient « oui, je téléphone parfois, mais je m'arrête sur le bas-côté, etc. etc. » Et puis, ça, progressivement, malheureusement, ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a 46% des Français qui déclarent téléphoner naturellement, si j'ose dire, au volant. Mais il y a bien pire que ça. Aujourd'hui, c'est le smartphone qui n'existait pas dans le premier baromètre. Donc on l'a intégré en 2008, 2009, je crois. Et là, aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est totalement catastrophique. Puisque vous avez, en fait, dans les 80% des Français qui utilisent ce smartphone pour faire au moins une chose. Alors ça peut être de téléphoner, mais ça peut être d'envoyer un SMS, un mail, ça peut être de participer à une réunion, ça peut être de regarder une série, on en voit quand même. Alors, on ne peut pas conduire et regarder une série, c'est assez compliqué. Déjà le téléphone c'est compliqué, parce que lorsque vous parlez à quelqu'un au téléphone et que vous conduisez, vous avez moins d'informations qui arrivent à votre cerveau, vous avez un champ aussi visuel qui se rétrécit, enfin tout un tas de données techniques connaît bien le général, et qui fait que à un moment donné, vous n'êtes plus vraiment concentré sur la route. Merci pour cet éclairage. Je vous propose maintenant d'écouter un micro-trottoir sur les dangers de la route, direction Orléans. Alors le danger principal sur la route, je dirais que c'est l'inattention de manière générale. Je dirais que c'est les gens qui doublent un peu n'importe comment sur les routes. Les gens qui roulent très très vite aussi et qui doublent en ville et tout ça, sortent en ville. Pour moi, le principal danger sur la route, c'est la vitesse. C'est ça qui fait que finalement les accidents sont les plus violents, les plus graves, donc je dirais la vitesse. Depuis que j'ai eu mon permis, je me rends plus compte des différents comportements qu'il peut y avoir sur la route. L'aspect courtoisie au volant où j'essaye d'être un peu plus attentif, à laisser passer davantage les gens, faire attention un peu à tout ce qui se passe autour. Je fais aujourd'hui beaucoup plus attention, par exemple, aux distances de sécurité. Je pense que je fais plus attention à dérouler moins vite et respecter vraiment les vitesses. Pour moi, le principal risque, c'est tout d'abord l'attention au volant. À mon avis, le téléphone, c'est classique, mais c'est toujours pour moi le plus gros danger sur la route. Et oui, du coup, évidemment, l'hyperconnectivité constitue l'un des plus grands dangers. Je situerais un peu les nouveaux modes de transport, je dirais doux, un peu comme les trottinettes, les Segway, etc. Ça m'arrive d'utiliser mon téléphone au volant, surtout pour à vocation de GPS. Et après, voilà, un peu au feu rouge, j'avoue, pour regarder quelques textos quand je vais quelque part. Et surtout pour le GPS et la musique. Oui, c'est surtout pour téléphoner. Et la cause principale, c'est GPS. Donc voilà, mais pour téléphoner aussi. Vu que maintenant c'est connecté au Bluetooth, mais quand même ça distrait malgré tout. Général, quel est le cadre légal? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est assez simple. L'utilisation du téléphone en main est interdit. Donc vous touchez votre téléphone quand vous conduisez, c'est interdit. Et si on l'utilise comme GPS? Vous installez votre téléphone sur le support prévu à cet effet, que vous pouvez acheter à quelques petits euros dans n'importe quel magasin. Vous installez votre chemin et vous ne le touchez plus. C'est pas parce que vous touchez votre téléphone que votre chemin va s'améliorer, que les embouteillages vont réduire devant vous. Et moi, je voudrais poser une question générale. Excusez-moi, Gérard, mais si par exemple, je pose mon smartphone et je regarde une série, j'ai le droit ou j'ai pas le droit, du coup? Non. Non, vous n'avez pas le droit par civisme, mais aucune loi au monde ne peut détecter si dans votre... Alors, quoi que ça pourra se faire avec des évolutions techniques dont on pourra peut-être parler après, mais en revanche, on le constatera à l'issue de l'accident. Et ça, c'est terrible. Dans tous les accidents, et en particulier les accidents mortels, bien évidemment, nous faisons une étude de la téléphonie pour voir s'il y avait une distraction, et elles sont très régulièrement présentes.
Faire un SMS, c'est 23 fois plus de chances d'avoir un accident quand on fait un SMS. C'est un fléau au regard de l'insécurité routière, c'est une question de comportement, il faut faire encore plus de prévention, d'explication de ces conséquences-là, mais c'est assez simple, l'usage du téléphone en main est interdit. C'est très clair. Merci beaucoup, Général Bitouzé, pour ces précisions et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous propose que l'on passe à la deuxième partie de cette émission qui va être consacrée à l'hyperconnexion, nouveau fléau des routes. Nous allons donc parler en détail de ce thème de l'hyperconnexion. J'en profite pour accueillir sur le plateau Alexandre Bajou, qui est chef d'entreprise et qui va nous parler dans quelques minutes. Une question avant tout pour Michel Lejoyeux. La connexion, est-ce que c'est une addiction au même titre que l'alcool, au même titre que les substances psychoactives? Et comment expliquer que ce phénomène se soit généralisé à l'ensemble de la société? Alors, dans les classifications médicales, ce n'est pas reconnu comme une addiction exactement au même titre que les substances. Mais la réalité, c'est que le téléphone portable qu'on vous propose, son usage normal est addictif. C'est-à-dire que pour bien vous servir de votre portable, il faut vous en servir tout le temps. Pour faire votre chemin, pour rencontrer des amoureux, pour choisir une sortie, pour choisir un restaurant. L'objet des pourvoyeurs d'Internet est de nous instaurer dans un état de dépendance. Ce n'est pas exactement une addiction. Il suffit que le matin, vous partiez sur votre portable et vous ressentez le manque. Vous vous dites, est-ce que ma journée va pouvoir se continuer ? Si on veut un tout petit peu comprendre ce qui peut nous pousser à nous mettre en danger avec un téléphone, c'est plusieurs choses. Ça peut être le besoin de communiquer, téléphoner, le président Le Maire le disait bien, envoyer des SMS, et à quel point ça peut être dangereux. Ça peut être jouer, avoir une relation avec la fiction. Et puis, on voit aussi des gens qui, très étonnamment, sont fascinés par la technologie, qui trouvent leur portable intelligent, on ne parle pas pour rien de smartphone, et qui ont vraiment besoin de vérifier qu'il est là en permanence. Et dernier petit point qui fait un lien avec d'autres enquêtes d'AXA Prévention, quand on est très fixé sur son portable, on a souvent des troubles du sommeil, et ces troubles du sommeil ne sont pas bons pour la vigilance. Et si je peux rajouter une chose, 80% c'est très grave, parce que ça veut dire que la majorité des gens que vous croisez font la même chose que vous aussi. Donc on devient une route hyper connectée de tout le monde, avec ces dangers que vous voyez bien, et qui là nous posent un vrai problème. Malheureusement, on appelle ça le doudou numérique maintenant, c'est-à-dire, comme le disait le professeur, on ne peut plus s'en passer, et on a vu dans nos études que si vous perdez, ou si vous n'avez pas votre téléphone, vous ne le retrouvez plus pendant 3-4 heures, vous pouvez faire une crise de panique pour un certain nombre de Français. Donc c'est vrai que ça devient quelque chose qu'on a besoin d'avoir avec soi. C'est vraiment addictif. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des professionnels de la route, c'est-à-dire celles et ceux dont le travail implique de conduire. Les risques sont accrus par le poids du stress, par les consignes du management. Alexandre Bajou, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous dirigez la société Security for You. Quels sont les comportements à risque chez les professionnels? Bonjour Claire, merci pour cette invitation. Alors, effectivement, dans notre métier, nous sommes amenés à conduire des véhicules pour réaliser des rondes de sécurité, des interventions sur alarme en se rendant physiquement dans les entreprises où une alarme, par exemple, a sonné. Et il peut y avoir du stress et l'envie de faire le plus rapidement possible. Aujourd'hui, pour éviter en fait tout type d'incident sur les routes, nous accompagnons nos agents en les formant convenablement et en choisissant des profils en fait qui ont une appétence pour ce métier d'abord, parce que vraiment c'est le plus important, je pense, et donc des personnes qui ont quand même une conscience professionnelle. Et je suis entre parenthèses fier de n'avoir jamais vécu en tout cas un accident lié avec l'utilisation du téléphone, parce qu'on fait un travail important avant, une formation au minimum d'une semaine avec la personne qui conduit le véhicule pour le sensibiliser, le former et l'accompagner. Je vous propose qu'on regarde maintenant un petit reportage sur les bons gestes avec vous, Alexandre Bajou. On vous retrouve en images. Chez Security for You, je suis gérant et fondateur de la société, et dans l'entreprise, je porte la fonction commerciale. Donc je suis évidemment amené à utiliser mon smartphone, qui est un outil incontournable pour moi puisqu'il me sert à prendre mes rendez-vous, à répondre à mes clients. J'enregistre à l'avance sur mon smartphone la destination auprès de mon prospect ou auprès de mon client. Et une fois que j'arrive dans le véhicule, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour être guidé tout naturellement.
Donc j'ai une adresse préenregistrée pour mon rendez-vous, donc j'appuie sur la fonction chercher, hop, je choisis l'adresse préenregistrée et ensuite je sélectionne. Nouveau trajet, donc j'ai plus qu'à suivre mon itinéraire. Lorsque je reçois un message, j'ai la possibilité de sélectionner le message. Bonjour Monsieur Pajou, nous avons rendez-vous ce matin à 10h30. Pouvez-vous me confirmer votre présence? Voulez-vous répondre? Oui, je confirme notre rendez-vous ce matin à 10h. Dois-je l'envoyer? Oui. C'est fait. Quand on roule pour un commercial, c'est vraiment d'être en état de sécurité et de ne pas être perturbé, ou en tout cas le moins possible par les appels téléphoniques. Donc on peut mettre le téléphone sur ne pas déranger et l'utiliser une fois qu'on est à l'arrêt. Éric Lemaire, quelle réaction suite à ce reportage sur les bons gestes? Les bons gestes, on les connaît d'ailleurs sur la plateforme AXA Prévention, en sécurité au travail. On a des e-learning pour les managers, pour les collaborateurs des entreprises, afin d'avoir les bons gestes, justement. Ne pas appeler quelqu'un sur la route quand on sait qu'il est sur la route. Attention au déjeuner professionnel et ensuite de faire son rapport à son chef en conduisant. Enfin, il y a plein de choses. Mais ce qui me frappe plutôt, c'est quand même la capacité, malheureusement, des professionnels à téléphoner ou à utiliser leur smartphone de façon naturelle. Ils sont 84% dans notre baromètre à dire le faire. Et ils sont 57% à reconnaître envoyer des SMS et aussi 24% à reconnaître continuer des réunions au volant. C'est pareil, c'est toujours la même chose. Vous recevez moins d'informations, vous êtes... En plus, si votre chef vous appelle pour vous engueuler, vous êtes encore plus mal et ça va pas. Il y a un stress qui arrive et vous ne conduisez plus. Enfin, plus totalement. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut penser à la responsabilité aussi du chef d'entreprise. Quand même, une responsabilité pénale de protéger ses collaboratrices et ses collaborateurs. Et il ne faut jamais oublier non plus que le risque routier, c'est la deuxième cause aujourd'hui de mortalité au travail. Alors une question très simple et en même temps très complexe. Quelle solution face à ce fléau de l'hyperconnexion? Je vais vous demander à tous les trois de nous répondre. Éric Lemaire pour commencer. Je crois il faut se battre contre cette espèce de sentiment d'impunité. Téléphoner, c'est naturel. Et finalement, on continue à faire des choses. C'est le prolongement dans son véhicule de ce qu'on faisait avant. Donc si c'est au travail, c'est le prolongement. J'appelle les uns, les autres, mes clients, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer aujourd'hui de discuter, de former, d'éduquer, ce que font énormément de chefs d'entreprise, nous on le fait avec notre plateforme, mais aussi il faut peut-être aussi discuter avec les constructeurs, avec les créateurs d'applications, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser tout ça pour que ce ne soit pas mortifère, comme disait le professeur tout à l'heure. Professeur Lejoyeux, justement, quelle solution selon vous? Moi, je propose un petit exercice ce soir que vous allez faire. Vous êtes en famille, vous dînez, vous allez déconnecter votre téléphone. C'est tellement dur de déconnecter son téléphone, donc on va commencer. C'est ce que nous appelons la sanctuarisation des temps. Vous voyez, si là, tout de suite, je m'interromps et que je réponds à mon téléphone, vous allez trouver ça inapproprié. Il faut qu'on commence à trouver inapproprié cette interruption de nos activités en permanence par le téléphone. Je vais m'apprendre à avoir un temps sans jeter un coup d'œil, ni à mes SMS, ni aux dernières nouvelles. Et puis, tout ce qui est d'activité physique, tout ce qui réintroduit le corps va aussi faire du bien pour lutter contre cette hyper-virtualisation et connexion. Alexandre Bajou, quelle solution selon vous? Alors écoutez, aujourd'hui on a la chance d'avoir des véhicules, notamment les véhicules de dernière génération, qui sont équipés de systèmes facilitant en fait l'utilisation du téléphone. Concernant notre métier, en fait, si on ne répond pas au téléphone, malheureusement, on ne répond pas aux problématiques de nos clients. Donc, c'est compliqué. On peut répondre, mais en toute sécurité, en connectant le téléphone directement au véhicule. Bien évidemment, sont proscrits l'utilisation des oreillettes et autres systèmes d'écoute pendant la route. Éric Lemaire, je vous laisse le mot de la fin sur ce sujet de l'hyperconnexion. Moi, l'hyperconnexion, je pense que tout le monde a fait des efforts énormes sur l'alcool, sur la vitesse en 20 ans. Je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, avec tous les messages qu'on peut passer, il n'y aurait pas une prise de conscience
que c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. On met sa vie en danger, on met celle de ses proches et celle des gens, malheureusement, des automobilistes ou autres que vous croisez sur la route. Donc il faut un partage de la route responsable. Je crois énormément à la prévention, je crois énormément à l'éducation des jeunes. Et je pense que, par exemple, sur l'éducation des jeunes, il y a beaucoup à faire, eux qui ont un téléphone maintenant à 10 ans, à l'âge de 10 ans ou 12 ans, pour essayer de leur dire, comme le disait le professeur, déconnectez-vous, arrêtez, sinon c'est une drogue, c'est tout. Merci Eric. Je remercie également le professeur Lejoyeux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la 3e partie de cette émission dédiée au partage de la route. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédéric Cuillerier, maire de Sainty et coprésident de la Commission nationale transport, mobilité, voirie de l'AMF, l'Association des maires de France. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, une première question qui s'adresse à vous. Quels sont les nouveaux usagers de la route au sein de votre collectivité et quels sont les nouveaux enjeux ? Il faut replacer les nouveaux usagers de la route dans le contexte national. Vous avez en France 1 100 000 kilomètres de routes. 64% de ces routes sont des routes communales ou intercommunales. C'est-à-dire que le bloc communal occupe une part importante de la responsabilité en matière des routes. Il reste 2% à la charge de l'État, ce sont les nationales et ce sont les départementales. C'est-à-dire que nous, les maires et les présidents d'intercommunalités, nous jouons un rôle important dans l'aménagement routier, dans la sécurité routière également. Donc, il faut replacer ce travail dans le contexte et nous avons, au cours des 4 dernières années, réalisé 12 000 kilomètres de pistes cyclables et piétonnes. Il y en avait 50 000 en France en 2020. Plus 12 000, donc nous sommes à 62 000, avec un objectif d'aller à 100 000 kilomètres de pistes cyclables. Donc ça, c'est de nouveaux enjeux, de nouvelles ouvertures en 2040. Dans la conception, dans l'aménagement du territoire, nous avons à prendre en compte effectivement ces enjeux extrêmement importants de la sécurisation de la route, de la sécurisation de nos pistes cyclables et piétonnes et d'un partage de la route qui soit réellement sécurisé. Éric Lemaire, sur ce sujet du partage de la route, qu'est-ce qui ressort du baromètre AXA Prévention ? Il ressort quelque chose qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité. En fait, aller sur la route, c'est finalement se sentir assez fébrile, parce qu'il y a de plus en plus d'usagers qui parfois ne respectent pas les règles, et on le voit, et donc ils se sentent pas bien, il y a une fébrilité. Vous rajoutez à ça parfois l'alcool, l'hyperconnexion, on en a parlé, et en fait, donc, beaucoup d'automobilistes, ou même d'autres usagers, se sentent pas très bien, et presque dans une sorte de jungle. Puis il y a toujours le plus faible à qui on en veut, vous savez. Il y a le camion peut en vouloir à la voiture à la moto au scooter, le scooter à la trottinette, au vélo, enfin bref. Et du coup, cette espèce de sentiment d'insécurité qui n'est pas bon. Parce que quand on se sent pas bien au volant ou au guidon, eh ben on peut être amené à faire des bêtises. Alors je vous propose qu'on regarde maintenant un micro-trottoir sur le partage de la route réalisé à Paris. Les vélos sont un poil dangereux. Juste à l'instant, en traversant la rue avec ma fille, j'ai failli me faire renverser par un vélo. Je suis un utilisateur de mobilité douce et donc je suis ravi de voir qu'il y a d'autres types d'usagers qui utilisent parfois d'autres formes de mobilité douce mais qui vont dans le même sens. Moi je me déplace surtout à un vélo et à un trottinette donc je le vis bien. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens qui sont âgés, tout ça, et ils marchent pour leur promenade. Et il y a beaucoup de vélos qui dérangent, quoi. On se suit, on vit ensemble, c'est une communauté. Finalement, ça augmente les risques d'accidents et de vigilance surtout.
Je pense que les personnes qui traversent ou qui ne se rendent pas compte en fait que c'est la piste cyclable, par exemple, des gens qui marchent sur la piste cyclable, ça c'est un peu dangereux parfois. Il y a eu beaucoup d'accidents avec les trottinettes électriques, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Les plus vulnérables, ça reste quand même les cyclistes par rapport à moi qui suis dans ma voiture. Donc je peux les éviter, enfin je peux vouloir les éviter, mais est-ce que j'en serais vraiment capable? Je ne sais pas. Pour esquiver les dangers, il faut utiliser tous les moyens qui sont mis par la ville. Très concrètement, j'essaye d'être beaucoup plus vigilant au volant. J'ai fait évoluer mon comportement en roulant beaucoup moins vite, parce que j'ai pris conscience à des dangers. Frédéric Veillerier, quelle réaction à ce qu'on vient d'entendre? Et une deuxième question, est-ce que les enjeux et comportements sont les mêmes selon vous dans les petites villes et dans les villes moyennes? Alors, pour répondre à votre première question, je viens de terminer 5 réunions de quartier dans ma commune, une commune de près de 4000 habitants, des réunions de quartier qui ont duré sur le terrain 2 heures chacune. Et j'ai été extrêmement surpris, ça confirme vos propos, Monsieur le Président, à savoir que sur ces réunions de quartier, sur 2 heures de réunion, 1 heure, j'ai été interpellé pendant 1 heure au moins sur les questions de sécurité routière. Et ça, si vous voulez, j'ai été assez surpris compte tenu des aménagements que nous avons réalisés. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail encore à faire avec nos concitoyens. Et ce sentiment, il est partagé à la fois en zone urbaine et en zone rurale. Éric Lemaire, comment vivre ensemble sur la route en toute sécurité? Eh bien, vivre ensemble sur la route, c'est d'abord se respecter les uns et les autres. Je crois que c'est extrêmement important. Mais c'est aussi penser au plus faible. Et le plus faible, c'est pas forcément la trottinette et le vélo, c'est le piéton. Vous voyez, par exemple, au moment du changement d'heure, de ce changement d'heure jusqu'au mois de février, c'est la moitié des piétons qui sont tués sur la route, souvent parce qu'ils continuent à marcher sur la route, ils s'habillent en vêtements souvent foncés, on ne les voit pas. Les automobilistes, du coup, font ce qu'ils peuvent, mais freinent au dernier moment. Et donc, il y a eu quand même 454 morts l'an dernier de piétons et des dizaines de milliers de blessés. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de faire attention aux autres. C'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que si soi-même on fait attention à ce qu'on fait, notamment on arrête de téléphoner ou de jouer avec son smartphone, et si on se met vraiment à faire attention aux autres, je pense que la route deviendra beaucoup plus acceptable et que ce sentiment d'insécurité va sans doute baisser. Et puis la dernière chose, c'est la formation. La formation, elle doit être permanente. On doit éduquer nos jeunes en permanence. Nous, on le fait sur la plateforme d'AXA Prévention. Mais tout le monde doit essayer de le faire aujourd'hui, surtout les écoles, parce que c'est la formation. Mon petit garçon de 5 ans, dès que je grimpe dans la voiture, il me dit « Papa, mets ta ceinture ». Et ben voilà, il l'a en tête et j'espère qu'il le gardera toute sa vie. Je voudrais, Frédéric Veillerier, oui, justement, j'allais vous redonner la parole, pour vous demander les enjeux d'un partage solidaire et responsable de la route, selon vous. Tout commence à l'école maternelle. Je partage pleinement votre analyse, Monsieur le Président. Tout commence à l'école maternelle et nous travaillons dans beaucoup de communes de France. Nous avons des petits plateaux techniques d'éducation à la sécurité routière. Nous avons des sorties vélo pour apprendre à se comporter à bicyclette, des permis piétons, des permis vélo. Et nous considérons que cette formation devrait être intégrée de façon systématique à l'école. Et cette formation, elle doit commencer très jeune. École maternelle, école élémentaire, ensuite au collège, avec le fameux permis 2 roues, et se prolonger aussi, et j'ai à mes côtés un chef d'entreprise, dans les centres de formation, également d'apprentis, et au lycée. Il ne faut rien oublier dans ce panel de formation. Et dans cette formation, je vous écoutais dans la première partie, et vous avez pleinement raison, il y a aussi cette formation à la lutte contre les addictions au volant. C'est fondamental, plus, bien sûr, le téléphone au volant. Et peut-être un mot sur la question des protections, le casque, tout ça, c'est un vrai sujet aussi. Ah, c'est un vrai sujet. Chaque année, nous remettons les dictionnaires aux enfants qui rentrent en 6e dans ma commune et je leur offre en même temps un gilet fluo pour qu'ils soient vus à pied ou qu'ils soient vus à bicyclette. Donc, c'est tout ce travail de formation, d'apprentissage à la conduite
que nous devrions développer beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Éric Lemaire, peut-être un petit mot sur cette question des protections? Oui, les protections, c'est essentiel. Nous, on a fait beaucoup de campagnes, par exemple, pour les motards, parce que les motards, leur carrosserie, c'est leur équipement. Donc, on a fait du lobbying aussi pour les gants, par exemple, qui n'étaient pas obligatoires pendant un temps, pour qu'on cesse de voir des motards qui sont en basket l'été sur leur moto parce qu'il fait beau. Non, il faut se protéger. Et les résultats pour le casque, pour les vélos, est assez encourageant, puisque de plus en plus de vélos, il y a de plus en plus, mais de plus en plus d'utilisateurs portent un casque. Moi, je serais presque prêt à pousser une loi sur le sujet. Et moi, j'y crois. Je crois qu'on peut arriver aujourd'hui à être mieux équipé, et notamment le casque pour les vélos et les trottinettes. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des nouveaux usagers de la route. Éric Lemaire, les centres-villes ont vu arriver ces dernières années de nouveaux types d'usagers professionnels, rendant le partage de la route encore plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces nouveaux usagers? Oui, d'un mot simplement. Après le Covid, c'est vrai qu'on a vu exploser les livraisons, tout simplement, de tout un tas de choses. Ce sont des armées de livreurs. Et souvent, on les voit faire beaucoup de bêtises sur la route pour aller vite, parce que certains doivent livrer 200 colis par jour. Et ils sont payés à la livraison. Et ils sont payés à la livraison. Donc ils sont en vélo, ils sont en scooter, et ça devient, ça renforce la jungle, si j'ose dire, de la route. Donc là, je crois qu'il y a une vraie responsabilité des chefs d'entreprise qui les emploient. Je crois qu'il y a un vrai besoin de formation très profonde pour éviter qu'il y ait autant de drames, et on en a vu récemment. Malheureusement, je crois qu'il faut... c'est une urgence. Alexandre Bajou, quel est votre point de vue sur ces nouveaux usagers? Pour ce qui est de ces nouveaux métiers, effectivement, je partage complètement l'avis de Monsieur le Président. Il y a une responsabilité importante des chefs d'entreprise qui prennent pas la mesure de la dangerosité en fait de la conduite de leurs livreurs, mais c'est lié à cette tension. Plus on livre, plus on gagne de l'argent, et puis on fait fi un petit peu de la sécurité de son livreur et aussi des autres usagers. Alors justement, on a suivi un exemple. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage sur un livreur à vélo direction Strasbourg. Moi, c'est Valentin, je suis cofondateur de Kugloff, qui est une entreprise coopérative de livraison à Strasbourg. Forcément, on est exposé à tout type de risques sur la voirie. Le plus grave qui puisse arriver, c'est un accident avec une voiture, puisqu'une voiture, elle est protégée, et nous, on ne l'est pas, quoi. Merci bien. Bon après-midi, messieurs. Merci à vous. Je surveille toutes les intersections de manière systématique, et je surveille toujours ma trajectoire, en fait. Donc, j'essaye d'anticiper un maximum là où je vais, là où je dois aller, et tout ce qui peut en fait interférer, non seulement du coup les piétons, les autres vélos et les voitures également. Et les conseils que je pourrais donner, oui, c'est essayer quand même de prendre conscience qu'on n'est pas seul sur la route, quoi, finalement. Ça fait 8 ans que je fais ça, donc je pense pas à ce genre de choses, je le fais de manière assez naturelle. Tous nos livreurs, du coup, sont salariés ou sont payés à l'heure et non à la tâche. Donc, ce qui veut dire que peu importe le nombre de livraisons qu'ils vont faire, ils seront payés de la même manière. La répartition de courses, elle se fait de manière humaine, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable du bon déroulement de nos créneaux de livraison et qui va assigner, du coup, chaque livraison au bon livreur. Et les trajets sont calculés pour qu'ils soient faits, du coup, en sécurité. On arrive, du coup, à la fois à privilégier la sécurité des livreurs et à honorer, du coup, les commandes. Frédéric Cueillerier, une réaction au reportage qu'on vient d'écouter? C'est un témoignage exemplaire. Le fait en particulier de ne pas lier la rémunération au nombre de livraisons par jour, c'est un point important. Mais nous avons aussi un autre point qui est essentiel, c'est que nous travaillons, nous les maires de France, à l'aménagement sécurisé de voies cyclables et piétonnes que peuvent notamment emprunter ces livreurs. Et puis il y a un autre point qui me paraît important, c'est un point sociétal. Est-ce que nous avons besoin, en commandant un produit à minuit, d'être livré le lendemain matin à 8 heures? Il y a peut-être à repenser
cette question des livraisons, indépendamment des livraisons d'alimentation, mais nous avons aussi à repenser dans nos cœurs de ville ces points de livraison. Une réaction rapide, Alexandre Bajou? Oui, alors très rapidement, si je peux faire un parallèle avec notre métier, puisque nous sommes amenés, nos agents sont amenés à faire des interventions le plus rapide possible, notamment pour faire des levées de doute suite à un déclenchement d'alarme. Nous sensibilisons nos clients pour les informer que nous n'avons pas de passe-droit, comme les forces de l'ordre, pour peut-être rouler un peu plus vite. Donc on respecte la vitesse et on intervient le plus rapidement possible. Éric Lemaire, comment former, comment prévenir ? Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a un continuum éducatif qui n'est pas assez fort dans notre pays. Et il faut, évidemment, dès le plus jeune âge, former, mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire au collège, au lycée, pourquoi pas dans d'autres études ou d'autres écoles, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions incroyables. On a parlé du smartphone qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Donc je crois que l'éducation sera quelque chose d'extrêmement important. Il y a évidemment la répression qui a joué son rôle et qui le jouera encore, comme le disait le général tout à l'heure, mais c'est l'éducation et la formation, et c'est pour ça qu'il faut tous s'y mettre, parce qu'il y a des sujets que l'on connaît dramatiques sur la route, mais il y a aussi des sujets qui concernent le climat. Vous faites des e-learning pour vos collaborateurs ? Oui, on a des e-learning pour les managers, pour les collaborateurs, pour l'ensemble de la société, puisque AXA Prévention, c'est une association d'intérêt général, et on le fait aussi pour des clients qui nous le demandent, notamment beaucoup de transporteurs, et pour eux, c'est extrêmement important d'avoir ces outils pour en permanence faire passer le message de la prévention. Frédéric Cuillerier, peut-être une question sur les mesures de prévention prises par les collectivités locales. Elles sont très nombreuses. C'est l'aménagement du territoire, c'est l'aménagement de la route. Vous avez dû remarquer qu'il y a en France environ 400 000 ralentisseurs. Ce sont des mesures de prévention, notamment à l'entrée de part et d'autre de nos écoles, de nos collèges, sur des points sensibles à fort trafic. Nous travaillons au quotidien pour sécuriser la route comme mesure de prévention. Je vais remercier Alexandre Bajou d'avoir été parmi nous aujourd'hui et nous allons passer à la 4e partie de l'émission consacrée à la route de demain. Alors Éric Lemaire, après avoir évoqué la prévention routière de ces 20 dernières années, on va maintenant se projeter dans l'avenir. Quels sont les enjeux de la route de demain ? Alors, l'enjeu principal pour moi, avec cette densification du trafic, aussi en contexte, c'est l'hyperconnexion. On en a beaucoup parlé. Mais c'est aussi la décarbonation. Et il faut qu'on pense chacune et chacun au réchauffement climatique. Et là, on est toutes et tous concernés. Est-ce qu'on doit prendre la voiture tout le temps? Est-ce qu'on ne doit pas prendre le vélo de temps en temps? Marcher, c'est très bien et c'est très bon pour la santé, comme le vélo d'ailleurs. Donc voilà, ces choses-là, il faut y penser. Mais il faut aussi se dire, et on l'a vu dans notre baromètre, que malheureusement, les Français sont assez pessimistes sur la route de demain. Et ça, c'est un chiffre qui nous a beaucoup inquiétés, parce que vous avez aujourd'hui 36% des Français qui pensent qu'il va y avoir encore une dégradation des relations sur la route entre les différents usagers, que le trafic va être encore plus dense, ce qui est un danger, et ce qui renforce ce sentiment d'insécurité dont on a parlé. Voilà, donc il y a aujourd'hui un espèce de climat qui n'est pas formidable, et je crois qu'il faut essayer de continuer à faire passer des bons messages, et notamment des messages aussi sur le climat, parce qu'il y a un lien direct. Et les Français, est-ce qu'ils ont des attentes précises? Vous nous parlez de leur inquiétude, hein, j'entends bien, mais est-ce qu'ils ont des attentes? Comment est-ce qu'ils imaginent la route dans 20 ans? Ils imaginent une route qui soit certainement pas, à mon avis, avec des voitures autonomes qu'on ne conduit plus, etc., mais qui soit une route qui soit plus sûre. Et une route plus sûre, comme disait Monsieur le maire, c'est un travail quotidien. Parce que créer des ralentisseurs, des pistes cyclables qui coûtent très cher au passage, essayer de faire en sorte d'avoir moins de nids de poules, retirer ces barrières guillotines qu'on a appelées souvent comme ça pour les motards. Voilà, c'est d'essayer d'organiser mieux sans doute les transports avec cette densification justement et le nombre d'usagers qui sont de plus en plus importants, et puis de faire en sorte que justement on continue cette éducation, cette sensibilisation, cette formation, et que les communes, les départements
un peu l'État fasse aussi tout ce qu'ils peuvent pour que les routes soient dans le meilleur état possible et qu'on donne la possibilité, la chance aux uns et aux autres d'utiliser, par exemple, les vélos des pistes cyclables quand on le peut. Frédéric Cuillerier, je voudrais que vous réagissiez justement à ce que vient de dire Éric Lemaire. Quelles sont les attentes de nos concitoyens sur le terrain ? Alors, ce que vient de dire Monsieur le Président est totalement partagé par l'ensemble des maires de France. C'est l'idée que j'ai évoquée il y a quelques instants d'une ville apaisée, d'une ville prudente et d'une ville décarbonée. C'est ça notre objectif, mais ça suppose la conjonction de nombreux phénomènes et de nombreux travaux d'aménagement routier pour l'avenir. Et ce qu'attendent nos concitoyens, c'est très exactement ce que vous avez décrit il y a quelques instants. Je crois pas, on va pas nécessairement vers une voiture totalement automatisée. Par contre, il y a des éléments dans cette voiture qui vont sécuriser la conduite. Nous pourrions descendre effectivement en dessous des 3000 tués s'il y avait de façon drastique un contrôle sur l'alcoolémie, les stupéfiants, le téléphone au volant. C'est quand même un tiers des accidents, c'est-à-dire pratiquement 1000 morts qui résultent d'addiction sous toutes les formes. Et cette route, elle est importante. Il faut que nous réussissions par la formation à l'apaiser et faire prendre conscience aux jeunes qui aujourd'hui et qui seront demain conducteurs que la voiture, encore une fois, c'est pas le fantasme de la vitesse, c'est un outil qui peut être dangereux, mais un outil qui est aussi un outil de liberté. Et pour cette liberté, il faut la sécurité également routière. Alors, Éric Lemaire, je voudrais qu'on parle climat. Le climat, c'est devenu un enjeu de prévention, finalement, aussi important que la sécurité routière. Oui, le climat, on en parle tous les jours. Dans notre baromètre, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez environ 80% des Français qui sont prêts à s'engager pour le climat, sauf que vous avez pratiquement le même chiffre qui vous disent mais on ne sait pas quoi faire. Donc il faut éduquer. Nous, chez AXA Prévention, on a fait un guide climat qui a été énormément diffusé, notamment par nos agents généraux, qui sont dans toute la France, 300 000 téléchargements, parce que le guide permettait de montrer les problématiques d'aujourd'hui, mais de dire voilà ce que chacun peut faire aussi, comment il peut contribuer, et notamment, on l'a dit il y a un instant, par le transport, en essayant de moins prendre la voiture, de rouler moins vite, notamment, parce que ça pollue beaucoup plus, voilà. Et puis aussi, de se tourner vers les entreprises, où il y a des vrais sujets de décarbonation. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, malheureusement, sont peu assurables parce qu'il y a des risques très importants et ils ne font pas assez de prévention. Je parle pour ma paroisse, mais c'est la vérité. Mais il y a aussi des problèmes de décarbonation et nous sommes en train d'y travailler sérieusement avec AXA Prévention. Comment décarboner la route? Quels sont les enjeux et les bonnes pratiques? Je vous propose d'aller à la rencontre d'un expert. L'urgence est là. Les dérèglements climatiques, on le voit au quotidien. Les inondations à Valence il n'y a pas longtemps, les inondations dans le nord de la France. En fait, tout le temps, on a de plus en plus des signaux forts que le climat se dérègle. La décarbonation, elle est aussi urgente parce que c'est un des moyens pour limiter un maximum les impacts du dérèglement climatique. On a une fenêtre de tir qui est limitée, quelques années devant nous. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire, appliquer les pratiques d'éco-conduite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gagnant d'un point de vue environnemental, mais aussi de la sécurité. Il s'agit d'avoir une conduite anticipative, de conduire de façon moins brusque, et ça permet aussi de réduire la consommation des véhicules. Gestion qu'on peut faire sur l'entretien des flottes de véhicules, les gonflages de pneus par exemple, impactent de façon assez importante la consommation. Le nettoyage des filtres à air, à carburant, c'est très important aussi. Passer du thermique à l'hybride et encore mieux à l'électrique. On peut aussi remplacer les véhicules pour les petits trajets, entre guillemets, par de la mobilité douce, de la marche à pied, du vélo. On fait partie du groupe AXA, donc notre métier c'est le risque, la prévention du risque. Justement pour AXA Prévention et pour AXA Climate, c'est dérisquer les enjeux climatiques. Donc ensemble, on a collaboré justement pour produire une guide sur la gestion des flottes de véhicules, l'usage, d'un côté pour les utiliser et gérer les flottes de véhicules
de façon moins risquée d'un point de vue sécurité routière, mais évidemment de l'autre côté aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter les éléments climat, environnement, pour réduire les émissions liées au transport des véhicules à l'usage de flottes. Frédéric Cuillerier, j'imagine que vous aussi, dans les collectivités, dans les villes, vous avez un vrai enjeu au niveau de la décarbonation. C'est un enjeu fondamental, mais on ne peut l'envisager qu'en traitant l'ensemble des mobilités. Nous avons bien sûr les mobilités douces, nous avons la voiture électrique, mais il faut aussi envisager les transports collectifs. Et nous sommes en retard à l'échelle de la France sur ce point. À travers les transports collectifs, on voit bien que la SNCF a pris beaucoup de retard dans un certain nombre d'aménagements, ce qui n'incite absolument pas nos concitoyens à abandonner leur voiture pour prendre un transport collectif. Et ça, nous ne pouvons intervenir que dans une vision globale des mobilités et nous y travaillons avec mes collègues maires de France, mais pas seulement sur la route. C'est un ensemble qui doit être pris en compte. Alors, toutes les informations et tous les conseils d'AXA Prévention en matière de décarbonation, comme sur tous les autres sujets que nous avons abordés, sont à retrouver dans cet ouvrage qui est accessible en téléchargement via AXA Prévention. Éric Lemaire, je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin, peut-être un message positif pour terminer cette émission sur une note d'optimisme. Eh bien justement, Claire, il faut rester optimiste. On a réussi à faire en 20 ans des efforts considérables et baisser les morts considérablement. Je vous rappelle d'ailleurs, comme dans les années 70, il y avait 16 000 morts sur la route. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc chacun a essayé de prendre en compte un certain nombre de sujets. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la prévention, à la formation. On l'a dit pendant toute l'émission et on l'a tous partagé, et notamment pour les jeunes. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi plus d'actions de terrain à faire. Et nous, on a, avec AXA Prévention, commencé à prendre la route, parce qu'on fait des spots, on fait des films, etc. Mais il faut aller aussi au contact des habitants, on distribue des casques, on a une petite maison dans laquelle on explique tous les risques, et notamment les risques routiers. Voilà. Donc à la fin, mon mot vraiment définitif, ce sera respectons-nous et soyons responsables. Alors, avant de nous quitter, quelques mots sur cette opération menée par AXA Prévention et dont vous venez de parler à l'instant, Éric. Il s'agit d'une tournée réalisée cet automne pour aller à la rencontre des Françaises et des Français et les sensibiliser aux enjeux de la prévention dans tous les domaines de manière ludique, au moyen d'une tiny house, alors comprendre en bon français, petite maison. AXA Prévention vous présente son nouveau dispositif ludique, pédagogique, coloré pour sensibiliser les Français aux 4 grands risques auxquels on est exposé. Les risques climatiques, les risques santé, les risques numériques et routiers. Et cette tiny house que l'on a mis en plein centre-ville nous permet de diffuser ces messages, des conseils de prévention à travers des totems à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, dans le salon, dans la salle de bain et dans la cuisine. Et tout ça aussi avec des jeux pour sensibiliser les petits et les grands. Donc aujourd'hui, on accompagne le grand public sur les enjeux des risques climatiques. On leur indique comment réduire leur consommation d'eau au quotidien grâce à des messages clés de prévention qu'on retrouve à l'intérieur de la tiny house. Et on leur offre des cadeaux comme le guide climat, qui est un guide sur les enjeux climatiques et comment réduire son empreinte carbone, et aussi des kits économiseurs d'eau pour réduire son empreinte à la maison et sa consommation de 50%. Notre mission, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de Français à différents risques de santé. On crée toutes sortes d'outils, de services, de campagnes de sensibilisation et d'objets de prévention qu'on distribue gratuitement. Alors, un grand merci à Éric Lemaire, président d'AXA Prévention, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, monsieur le maire Frédéric Cuillerier. Merci à vous d'avoir cette invitation été parmi nous. Cette question de la responsabilité sur la route, c'est l'affaire de tous. Absolument. Et merci à tous les autres invités qui sont intervenus sur ce plateau pour nous apporter leur regard, leurs expertises. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.
tous responsables sur la route avec AXA Prévention, pour une route plus sûre et plus verte pour tous les Français.